Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 7 TPT pour suivre notre émission La question du jour. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ce soir, nous allons aborder un thème central, à savoir les défis et les enjeux de la société civile en Afrique. Quel est le rôle réel de cette société civile? Premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, comment peut-elle participer effectivement à la consolidation de la démocratie? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, une figure engagée dans les droits de l'homme, M. Cephas Ewangui. Alors, Monsieur le secrétaire permanent, merci beaucoup de nous avoir ouvert grandement vos portes. Je vais vous poser une question basique, il faut appeler ça comme ça. Pour commencer, comment peut-on alors rappeler ce qui recouvre ce qu'on dit, la société civile? Qu'est-ce qu'on peut dire autour, bien sûr, de la société civile? Parce que c'est quand même confus. Hein. Ok, merci beaucoup. Si on essaie de fouiller et puis de retrouver un des vieux textes écrits par le philosophe allemand Hegel, datant du 19e siècle, il parlait de la société civile comme étant l'ensemble des associations fondées sur la base des valeurs sociales et humaines. Mais de façon globale, on peut noter que la société civile est une composante subdivisée en 3 points. 3 points. Le premier point, dans la constitution de la société civile, il s'agit d'abord des citoyens, pris comme tels. Intellectuels, les paysans qui sont dans les villages, nos mamans qui sont dans les marchés, les élèves et les étudiants, les travailleurs comme les chômeurs, ceux qui ne sont pas engagés comme tels dans l'action politique de manière très ferme et très prononcée, font partie du premier niveau de la composante société civile. Après, on prend ces citoyens organisés. Et c'est là où pratiquement on peut parler de la dynamique de la société civile. Ça veut dire que les citoyens qui pensent que dans leur pays, il y a des défis à relever. On sait qu'au premier chef, la responsabilité incombe à l'État, mais l'État n'est toujours pas présent partout. Et même quand il est présent, n'arrive toujours pas à régler les choses pour donner la pleine satisfaction. Il y a toujours des faiblesses. Et en ce moment, les populations, parfois elles-mêmes, décident de s'organiser pour venir au secours de l'État ou pour combler les failles de l'État, combler en quelque sorte leurs faiblesses. Ce qui peut montrer à l'évidence que les organisations de la société civile naissent pour combler les désarticulations de l'État. Si l'État réglait tous les problèmes, il n'y aurait pas de société civile. Pour venir faire quoi? Voilà, donc on a ce niveau. Et à ce niveau, vous avez des ONG, vous avez des associations, vous avez des confessions religieuses, vous avez les médias, vous avez toute forme de structure. Et troisième niveau de la société civile, c'est l'entrepreneuriat. Donc les entreprises avec ceux qui les accompagnent au niveau social. Et je voulais parler là des syndicats. Voilà, donc quand on regroupe ces 3 branches, on a de façon générale la définition, la composante de la société civile. Et selon vous, quel est le rôle que cette société civile peut jouer dans la démocratie? On va dire que la société civile, est-ce qu'on va dire joue le rôle où la société civile est propriétaire de la démocratie? Ah bon? Voilà, le terme peut paraître un peu plus fort, mais dans les détails, nous arriverons à tomber d'accord de ça. La définition classique de la démocratie est pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, la société civile, naturellement, c'est ce peuple, dans toute sa quintessence. Comme nous l'avons dit tout de suite, l'ensemble des citoyens d'un pays, c'est eux qui font la démocratie.
Et il arrive même que quand on parle de la structuration des instances de gestion des États, on oublie de citer un organe majeur, en réalité, qui est au-dessus de toutes les institutions. C'est le corps électoral. C'est ça la société civile. Généralement, dans les institutions, on va parler du Sénat, on va parler de l'Assemblée nationale, au-dessus, on va parler de la présidence de la République et de toutes les autres. D'accord. Mais en mars 2026, nous aurons rendez-vous avec la démocratie par le biais de l'organisation de l'élection présidentielle. Quel constat allons-nous faire? Tous ceux qui veulent être président de la République vont à la conquête des voix, vont discuter avec ce corps électoral. Et en définitive, c'est ce corps électoral qui va décider qui donne le pouvoir, qui donne le pouvoir. Va devenir. Donc la règle de la démocratie veut que le consentement, la légitimité des gouvernants découle sur le consentement des gouvernés. Ces gouvernés-là, c'est la société civile. Donc voilà pourquoi nous disions qu'en la matière, les ONG, les associations spécialisées sur les questions de la démocratie ont un rôle crucial et déterminant à jouer dans les moments des élections, en termes de sensibilisation, en termes d'éducation, pour amener les populations à s'approprier les règles et les valeurs de la démocratie, et ce qui conduit qu'au moment des élections, de manière toute responsable, qu'ils aillent choisir, confier leur avenir à l'homme ou à la femme de leur choix. Donc, le vrai pouvoir d'un pays appartient au peuple, donc appartient à la société civile à travers le corps électoral qui s'exprime. Donc, la société ne joue pas, comme on dit, le rôle, mais s'approprie, si vous voulez bien, de son rôle, si je comprends bien. Elle est propriétaire parce que sans population, il n'y a pas de démocratie. Tout à fait. Alors dites-moi, selon vous, quels sont les principaux défis que cette société civile, je parle d'une manière générale, africaine, est confrontée? Nous pourrions dire que dans toutes les sociétés, naturellement composées des êtres humains, on a un dénominateur commun. C'est le désir de tous de bien vivre. D'abord dans la paix, dans la quiétude et dans le bonheur. Le bonheur, la recherche du bonheur est le mobile des actions et des actes de tous les êtres humains. Mais comment y parvenir? Il faut davantage s'organiser. Et comme tout le monde ne peut pas décider à la construction de ce bonheur, les mécanismes d'organisation de la société ont fait qu'on ait des institutions. Donc, gouvernement, président de la République, premier ministre, assemblée et autres. La société civile a un rôle de veille, un rôle de plaidoyer, un rôle de surveillance, aussi un rôle de sanction, puisque nous savons qu'au travers des élections, les populations peuvent décider de réélire un président ou de le destituer et de donner le mandat à l'autre qu'on pourrait penser meilleur, sinon de laisser à un ancien qu'on pense que celui-ci a plus d'expérience et peut mieux nous garantir. Donc voilà, dans cet enjeu, la place de la société civile. Et il arrive parfois, même de façon globale, de dire que les peuples ont les gouvernants qu'ils méritent. Et ça veut dire que c'est au peuple de décider, de dire, voilà la recherche du bonheur que nous voulons, et voilà ce qui est en train d'être fait. En dépit des forces et des faiblesses, nous sentons que ça nous rassure, et si ça ne nous rassure pas, nous pouvons prendre un autre chemin. Donc, autre défi encore. L'autre défi, c'est amener la responsabilisation et à l'esprit de responsabilité de tous. C'est-à-dire? J'essaie de me rappeler de plusieurs discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, quand il dénonce la corruption, la concussion, la fraude, les passe-droits. Ce sont des facteurs qui, incrustés dans une société, deviennent facteurs de généralisation de la pauvreté et au travers de la pauvreté, beaucoup d'actes de violence. Aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, nous sommes confrontés à ce phénomène dit bébé noir. Quand on veut agir à partir
des conséquences. On s'attaque à chacun des bébés noirs. Il y a même d'autres qui disent il faut les prendre, les tuer un à un pour que ce phénomène finisse. Mais on oublie la théorie de la série causale et du phénomène des résultats, qui veut que tous les phénomènes de société qui apparaissent ne sortent pas du néant. Et quand on veut fondamentalement régler un mal dans la société, il faut remonter la série pour faire le point de tout. En philosophie, on aurait parlé des causes causantes, de tous les facteurs qui ont contribué à faire naître un phénomène. Et en commençant à régler le problème à la racine, on finit par régler la conséquence. La racine, c'est quoi en la matière, la racine, c'est quoi en la José matière? Saramago soulignait qu'il ne sert à rien de purifier les eaux d'une rivière qui traverse la ville si le foyer de la contamination se retrouvait à la source. Vous ferez ça toute la vie, mais l'eau qui passera sera toujours contaminée. Mais le jour où on décidera de dire d'où sort cette contamination, et c'est là que vous dites la racine, on fera l'étude pour remonter, et on pourra découvrir qu'en amont, est-ce que c'est de l'argile qui produit cela? Est-ce qu'il y a un arbre qui se retrouve dans un côté où il y a des racines qui viennent vers des eaux, et c'est ça qui produisait cette contamination dont nous nous plaignons, et en ce moment, on déracinait l'arbre, et le problème serait définitivement réglé. Donc, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, quand nous parlons des problèmes des bébés noirs, puisque vous en demandez la racine, je peux parler que les questions d'ordre financier et social peuvent être un facteur de désarticulation sociale. Si les parents n'ont plus la capacité de s'occuper de leurs enfants, et nous en recevons beaucoup, qui disent que j'ai mis au monde 6 enfants. Ah, ils viennent ici? Oui, tous mes enfants, le dernier a sa maîtrise. Les autres sont allés un peu au-delà. Personne n'a un emploi. Ils sont tous au chômage. Et moi-même, je suis retraité. Je touche difficilement ma pension. Dans ces conditions, ça amène chaque enfant à aller vers le débrouillardisme. Et ce débrouillardisme peut s'exprimer sur plusieurs facteurs. Et voilà pourquoi je me souviens à l'époque, quand j'ai échangé avec l'ancien directeur général de la police, Jean-François Ndengue, dans le milieu, j'entendais les policiers parler de phénomènes criminogènes. Il y a un certain nombre de facteurs dans un environnement où la pauvreté est massive, où les parents sont dans l'incapacité d'encadrer leur population. Certains faits négatifs, certains faits sociaux finissent par apparaître. Et je ne l'affirme pas, mais je pense que dans cette démarche, si on l'a fait, on pourra chercher à trouver la racine du phénomène des bébés noirs. Et tant qu'on n'aurait pas réglé le mal à la racine, naturellement, on continuera à faire tout ce qu'on est en train de faire. Et ça serait peut-être que des solutions palliatives. D'accord. Il faut toujours aller à la racine des mots pour régler le fond des problèmes. J'avoue que c'est un cours de philosophie que vous venez de développer. C'est déjà une bonne chose que vous combinez la philosophie et les droits de l'homme. Alors, nous allons évoluer sur le secrétaire permanent. Parlons quand même du financement, la question du financement qui est souvent toutefois récurrente. Il y a une certaine opinion qui pense que la société civile, d'une manière générale en Afrique, qui est financée par les instruments, disons par les puissances étrangères, ces sociétés sont à la solde de ces sociétés, disons, de ces puissances étrangères. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui et non. Oui et non. Commençons par le oui. Le oui parce qu'au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, il est adopté plusieurs conventions. Au nom de ces conventions et de ces traités, il y a un appel aux grandes puissances économiques du monde de venir au secours aux pays pauvres. Nous nous souviendrons que quand il y a des calamités naturelles parfois en Afrique, les aides reviennent loin de l'Afrique, alors que l'Afrique aurait même pu s'organiser pour y faire face. Mais généralement, vous verrez que c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis qui envoient les avions, les hélicoptères, etc. pour venir aider. Quand on a adopté le 10 décembre 1948 au Palais Chaillot à Paris, la Déclaration universelle des droits de l'homme, une indication était donnée pour que tous les pays se mobilisent
afin que les droits de l'homme soient largement vulgarisés et appropriés par l'ensemble des populations. En partant seulement que sur ce point et sur les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, oui, il y a des pays comme la France, les États-Unis, d'autres pays développés qui mettent en place des budgets pour la vulgarisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Et en ce moment, quand on finance, je me demande quel est le mal qui est fait. Il arrive qu'en Afrique, on ait certaines épidémies ou certaines pandémies qui occasionnent autant de dégâts. Et on constate que les pays africains, généralement victimes, souffrent d'une faiblesse économique pour y faire face. Mais là où on a beaucoup plus de ressources, et naturellement, y compris même les chefs d'État africains eux-mêmes font des appels de fonds, des appels de pieds pour qu'on vienne à leur secours, pour aider nos pays à y faire face. Généralement, il y a des bonnes volontés également qui agissent dans ce sens, découlant des grands pays. Et quand on dit des grands pays, ce n'est pas toujours au niveau institutionnel, il y a même au niveau individuel. Parce que, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis. J'y suis parti près de 5 à 6 fois. On a une culture de donation. Ça veut dire que celui qui travaille... Il y a beaucoup de donateurs. Voilà, qui perçoit son salaire, il essaie de s'imaginer que si moi je travaille, j'ai un salaire, tous n'ont pas de salaire. Et s'il y a des structures beaucoup plus fiables qui aident les populations pauvres, existent, et si on se rassure de leur fiabilité, de leur crédibilité, chacun essaie d'apporter quelque chose pour que non seulement qu'on aide les pauvres qui sont aux États-Unis, mais même au-delà, et particulièrement, et nous le regrettons, dans le continent africain qu'on considère le continent le plus pauvre, alors que c'est un continent qui est nanti d'autant de ressources. Et le jour que nous arriverons à véritablement relever le défi, nous pensons que c'est nous qui serons riches et les gens viendront chercher chez nous. Mais la réalité d'aujourd'hui est que nous sommes dans une situation de pauvreté. D'accord. Donc là, c'est l'aspect positif. Voilà. Et l'aspect négatif, vous avez dit non. Lequel? Voilà, l'aspect négatif, bon, on le dit de façon aussi toute naturelle, que la main qui donne est au-dessus et celui qui donne commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes nations ont aussi des ambitions sur le continent africain. Ont parfois aussi les dirigeants qui les gênent. Je vais citer les leaders comme les Lumumba. Je vais citer les leaders comme les Thomas Sankara. Avaient gêné plusieurs leaders occidentaux et devenaient des responsables à qui on tenait à s'en débarrasser. Il y en a encore d'autres qui existent. Et parfois, le chemin le plus ouvert, de manière insinueuse, c'est parfois aussi de passer par des organisations de la société civile. Je suis moi-même un acteur majeur. Je peux dire président Thomas Sankara, non? Voilà, l'expérience a fait que je... L'ONG vit encore, bien sûr. Hein. Dans le cadre de ce domaine, j'ai presque fait l'ensemble des pays du monde. J'ai été partout. On a discuté de beaucoup de questions de financement. On a aussi reçu des financements. Mais vous pouvez avoir un bailleur de fonds qui vous finance avec un objectif précis qui n'a rien à voir avec l'objet de votre organisation. Et ça existe. Ça existe. Est-ce que vous connaissez un modèle de financement local ou innovant, en Afrique par exemple? J'en connais en Europe d'abord. Je peux donner l'exemple du pays qui nous est beaucoup plus proche, c'est la France. Oui. Voilà. En France, par exemple, il y a des règles établies qui font qu'une entreprise qui finance de manière conséquente des organisations de la société civile puisse bénéficier des déductions d'impôts. Donc, c'est un encouragement, c'est une incitation. Dans les budgets des conseils municipaux et locaux, il y a des lignes spécifiques dédiées aux appuis aux organisations de la société civile. Mais pourquoi c'est fait? Parce que le but de toutes ces structures étatiques est de répondre aux besoins cruciaux des populations. Mais on doit constater que les organisations de la société civile sont des structures d'organisation sociale à la base. On prend M. Mavungu Ibeni, un très grand cadre, tous les jours dans son bureau, toujours très bien habillé, mais parfois il ignore même ce qui se passe dans son propre village. Il ignore, puisqu'il n'a pas le temps d'y aller, puisque son organisation, son programme, son calendrier ne lui permet pas. Mais s'il a besoin même d'aller aider les gens qui sont vers son village, et qu'il constate qu'il y a une association qui existe là-bas, et cette association a pour mission et de sensibiliser et d'aider dans le développement agricole,
est-ce qu'il y a mieux que de passer par cette organisation-là pour atteindre les objectifs et les missions que vous avez voulu? Donc, c'est dans ce contexte-là que, ailleurs, les mécanismes existent. Nous regrettons jusqu'aujourd'hui que dans les pays africains, ces mécanismes sont rares. Et vous constaterez que presque l'essentiel des organisations de la société civile africaine, pour bénéficier... Y compris le Congo. Y compris le Congo. Ouais. Pour bénéficier des financements, sont obligés de faire recours aux missions diplomatiques occidentales, comme si la résolution des problèmes qui concernent notre pays doit découler de la bonne volonté des gouvernements des pays occidentaux, alors qu'il s'agit de notre propre pays. Donc je pense que les choses devaient évoluer dans le sens que même quand on adopte le budget de l'État, et qu'il y ait une ligne avec des critères bien définis qui soient consacrés à l'appui aux organisations de la société civile congolaise. On n'y est pas encore arrivé, mais nous pouvons d'abord aussi noter les avancées pour notre pays. Ce que je dis m'a été souligné au Parlement européen, que le Congo est un pays qui fait figure de pionnier. En matière de... Et c'est dit par un Parlement européen. Nous aimons toujours critiquer les pays africains, mais là, il nous faut aller au Congo, aller apprendre la démocratie participative, parce que le Congo est, si ce n'est l'unique, un des rares pays au monde à avoir rehaussé les organisations de la société civile au niveau institutionnel, au niveau constitutionnel. Même dans un pays comme la France, les organisations de la société civile au plus haut niveau font référence à un attaché au niveau de la primature, si ce n'est que dans la majorité des pays, c'est géré au niveau du ministère de l'Intérieur. Au Congo, c'est tout un organe constitutionnel qui est dédié à la société civile, et beaucoup de pays nous disent que cette expérience est à vulgariser, est à suivre. Il n'y a pas longtemps que j'ai été avec des amis sénégalais et ivoiriens à Paris. Et voilà, en tout cas, une idée est en train de germer pour qu'on organise une conférence panafricaine qui devait se tenir soit à Abidjan, soit à Dakar, où je devais être le principal exposant pour présenter cette expérience, pour qu'on mette en place un mécanisme de plaidoyer qui fasse que l'Union africaine s'en empare et amène les différents États africains à en faire autant. Donc, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose pour notre Alors, pays. parlons-en, puisqu'on parle déjà de votre structure, nous aimerions quand même savoir quel est le rôle global de votre structure dans le fonctionnement de la société civile, d'une manière générale. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle de façon générale la démocratie participative. Oui. Et ça découle de votre précédente question. De façon schématique, il est souvent dit, et la phrase sortait prétendument de Gandhi, vrai ou faux, puisque je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Si vous voulez faire quelque chose pour nous, et vous le faites sans nous, donc vous le faites contre nous. Donc, en conséquence, on ne peut pas gouverner les populations sans prendre en ligne de compte les désirata et les véritables préoccupations de ces populations. Un État peut avoir plusieurs mécanismes. Il y a les mécanismes des parlementaires qui descendent, qui font des descentes, qui peuvent écouter ce que les populations veulent et entendre. Mais aussi le mécanisme de la société civile. Il faut avoir des organisations de la société civile organisées, structurées, qui travaillent directement avec les populations et qui font remonter les préoccupations auprès des décideurs. Et c'est dans cet esprit que dans notre pays, dans la Constitution du 25 octobre 2015, a été institué les conseils consultatifs nationaux. On a un conseil qui s'occupe des questions de la jeunesse, on a l'autre qui s'occupe des questions de la femme, d'autres des personnes handicapées, des sages et des notabilités traditionnelles, un conseil national du dialogue et le conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Notre mission à nous est de travailler dans le sens de la promotion de la citoyenneté, des valeurs républicaines. Donc, recueillir des avis sur l'ensemble de ces préoccupations, les faire remonter auprès de la plus haute autorité de l'État, mais aussi préparer les organisations de la société civile à jouer de manière pleine et entière leur jeu et leur rôle. Mais pour émettre les avis, ces avis, il ne faut pas les recueillir de façon désordonnée. Si on n'a pas encore pu structurer la société civile, comment recueillir les avis? Voilà pourquoi le conseil consultatif
qui existe aujourd'hui depuis 6 ans, n'a ménagé aucun effort pour organiser les séminaires de formation, les formations en cascade pour que toute la société... Quand vous dites en cascade, ça veut dire quoi? En cascade, ça veut dire que de manière très accélérée. Et parfois toujours sans suivre... À Brazzaville ou bien à l'intérieur du pays? Sans toujours suivre ce qu'on peut appeler les procédures académiques. Parce qu'il y a des séminaires où le thème doit être très bien construit, ce qui est tout à fait normal. Mais face à l'urgence, on peut aller beaucoup plus vite. Plus vite seulement à Brazzaville. Brazzaville est l'intérêt du pays, mais le tout dépend également des moyens mis à disposition. Nous savons que nous avons des budgets qui ne répondent toujours pas. Mais que vous souhaitez qu'il soit un peu vu à la hausse. Oui, mais avec le peu que nous avons, nous ne passons pas du temps à nous plaindre. Nous prenons acte de ce que nous avons et nous essayons de faire ce que nous sommes en train de faire. De notre mise en place à aujourd'hui, je pense qu'on peut compter plus de 150 séminaires de formation qui ont été organisés. Mais nous regrettons, par exemple, n'avoir pas été à l'extrême nord du Congo, dans la Sangha, dans la Lingala, la cuvette ouest, nous n'avons pas encore été, mais on a déjà pu être à Pointe-Noire, on a pu être déjà dans le Kwilu et dans les mois qui viennent. On a déjà été dans le département du Poul et très bientôt nous devons être dans le Niari, la Likoumou, les plateaux et nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir afin que nous arrivons à couvrir l'ensemble du pays. Alors concrètement, comment se fait votre collaboration avec les ONG, les ONG et les associations des droits de l'homme? Concrètement, comment se fait cette collaboration? Bon, nous sommes leur conseil. Oui. Voilà. Donc en réalité, là où je suis dans mon fauteuil ici, c'est autant que permanent. Voilà pourquoi ma fonction, c'est secrétaire permanent. Nous sommes ici pour recevoir les ONG des associations, pour réfléchir... Toute tendance, puisqu'on parle de tendance. Quel que soit le domaine. Et il n'avait jamais existé un fichier des ONG et associations dans notre pays. Et nous avons... ouvert un fichier. Arrivé, élaboré ce qu'on appelle la banque de données. Donc aujourd'hui, on doit avoir plus de 2000 ou 3000 ONG, associations répertoriées avec toutes leurs références, leurs lieux d'implantation, leurs champs de compétences. Et sous cette base, nous essayons de mener des actions pour les amener à se fédérer. Plus travaillant dans le même domaine, on se connaît et on se met à réfléchir ensemble pour devenir en réseau, efficace, en réseau, oui, que de travailler individuellement et être inefficace. Ce sont des réflexions que nous sommes en train toujours de mener, c'est des actions que nous menons sans forcer les uns et les autres, mais nous comprenons que presque tous, à l'essentiel, adhèrent à la dynamique et dans la même lancée, sachant que beaucoup d'ONG ont des difficultés de s'octroyer ou de se doter des sièges dignes de ce nom. Nous avons mis en place au plateau, derrière l'hôtel Ibikoumou, ce qu'on appelle la maison de la société civile, pour que les ONG qui n'ont pas de siège soient domiciliées à ce niveau. Et les ONG associations qui ont des difficultés d'avoir les lieux pour tenir des réunions dont il faut souvent payer et toujours l'argent n'étant toujours pas disponible, évidemment nous avons créé les conditions pour que les ONG, sans verser un seul franc, tiennent là des réunions tous les jours. Et en plus, ce centre a été doté de toute une bibliothèque et pour aider les uns et les autres à accéder aux informations utiles et nécessaires, devant favoriser le renforcement de leurs capacités et en plus, pourquoi pas, leur professionnalisme. Est-ce que vous avez déjà vu des sociétés, des ONG comme ça qui, malheureusement, vont glisser vers la politique? Vous avez déjà vu? Beaucoup. Et quand c'est comme ça, vous continuez à les garder ou alors vous les zappez? On n'a pas besoin d'exclure, mais on a besoin d'amener les gens à la compréhension. J'essaie de vous raconter cette phrase que j'avais trouvée un peu robuste, sortie de la bouche de l'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade. Oui. Parce que j'étais à Dakar prendre part à un très grand forum où j'étais invité, j'étais même un des modérateurs. Quand le président sénégalais prend la parole, il dit ceci. C'est toujours avec un plaisir que j'ai toujours voulu être en face des acteurs de la société civile. Mais davantage, je veux que ce soit des acteurs de la société civile vrais
et pas des politiciens cagoulés. Ah, mais c'était fort hein, Voilà, comme phrase. Voilà. Donc c'était fort. Parce que la société civile a pour fondement ne travailler que pour l'intérêt général. Or, les politiciens, dans un aspect, c'est l'intérêt général, dans un aspect, c'est des intérêts particuliers. Quand on est dans le monde de la politique, on est dans le monde des idéologies, on est dans un monde fractionné. Or, la société civile n'est pas dans ce contexte-là. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut qu'il y ait des acteurs de la société civile dignes de ce nom, parce qu'ils ne sont que acteurs de la société civile. Maintenant, ceux qui sont la politique ont leur place dans les partis politiques. C'est de créer un parti politique. De créer un parti politique. Ou une association en caractère politique. Voilà. Et en ce moment, dans le cadre du jeu de la démocratie, la société civile est là pour suivre le discours politique, pour que le discours soit toujours conforme par rapport aux objectifs, aux visées de la société, et que le discours politique ne soit pas là pour instrumentaliser, pour allumer le feu et exploiter parfois de façon cynique les particularismes à base ethnique. Et nous savons que les pays comme le nôtre, pour prendre le cas de juin à octobre 1997, nous savons que nous avons payé un très lourd tribut. D'accord. Quand les résultats officiels, les chiffres officiels parlaient de près de 10 000 morts et de nombreux disparus, et je pense que personne ne voudrait que ce pays-là revive ce genre de phénomène. Le 11 juillet dernier, vous avez entretenu, en tout cas, ce qu'on appelle la COGEP, ou la COREGEP, comme on appelle ça. Oui, la coordination des réseaux et actions sociales. Alors, dites-nous, quelles sont les conclusions, ou alors, j'allais dire, les décisions qui sont sorties de là? Bon, on a réuni la CORAGED. On peut réunir aussi la FECODO, c'est la Fédération congolaise des droits de l'homme. On peut réunir d'autres plateformes sur les questions de santé. Mais la CORAGED est un rassemblement des différentes plateformes dont la vocation est d'accompagner les processus électoraux et la construction de la démocratie dans notre pays. Donc nous savons que dans bientôt 6 mois, le Congo aura un rendez-vous majeur, c'est celui de l'élection du président de la République. Donc il faut que la société civile se prépare en conséquence à un tel événement majeur. Parce que vous savez qu'une élection est un grand enjeu. Il déroule pour chaque citoyen le droit d'être électeur et celui d'être élu. Porteur d'autant d'enjeux, elle s'offre comme un sujet d'intérêt général s'imposant à l'appropriation populaire. Donc il nous faut préparer les acteurs de la société civile, parce que vous savez qu'en matière électorale, et dans le cas de notre pays, ce qui n'est toujours pas le cas dans d'autres pays, la société civile est reconnue et impliquée à toutes les échelles de l'organisation des élections. Vous avez votre place, quoi, c'est ce que voilà. j'allais dire. Déjà au niveau, par exemple, de la coordination nationale, il y a une place qui est dédiée aux organisations de la société civile. Les coordinations départementales à tous les niveaux, il y a des postes qui sont dédiés à la société civile, y compris dans les bureaux de vote. Il y a des places, des assesseurs qui sont dédiés aux organisations de la société civile. Mais quand on met cela à côté, le rôle le plus majeur que la société civile doit jouer, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation de la population. Pour que nous, les uns des autres, comprennent que la démocratie est une somme de valeurs. La démocratie est une somme d'exigences. On peut même remplacer le mot démocratie par le culte de l'excellence. C'est ça la démocratie. Donc la démocratie ne peut pas nous permettre, ne peut pas tolérer, par exemple dans un pays comme le nôtre, de voir un citoyen être menacé dans un des départements parce qu'il n'y est pas originaire. Et c'est le débat, les choses parfois que nous avons observées dans le passé. Le repli identitaire. Le repli identitaire, voilà. Les choix hasardeux, le tribalisme. On peut parler aussi même des questions financières. Parce que le culte de l'excellence de la démocratie aussi voudrait que s'imprègne dans le pays, dans les attitudes, dans les comportements, dans les pratiques, la gestion saine et rigoureuse des fonds publics. Parce que les fonds qui appartiennent à un pays, c'est les fonds qui appartiennent à l'ensemble de la population. Vous voulez parler quoi? Du plafonnement de la campagne, quoi? Au-delà de tout ça, y compris la gestion quotidienne. D'accord. Parce que nous savons aujourd'hui que
Vous allez par exemple au CHU, je vais prendre simplement un exemple. On va constater par exemple que la cuisine ne fonctionne plus. Et quel est le sort qui est réservé aux malades indigents, qui n'ont pas des parents pour venir leur déposer la nourriture tous les jours. Et quand on sait, et quand même les spécialistes parlent du sujet, disent que la nourriture, ça fait partie aussi des médicaments. Et quand vous êtes dans les hôpitaux, dans d'autres pays, vous savez, depuis le matin jusqu'au soir, comment on s'en occupe de votre alimentation, parce que c'est ça qui y contribue. Or, notre CHU, ça fait peut-être plus de 10 ans que la cuisine est fermée. On parlerait des difficultés d'ordre financier, nous sommes d'accord, mais le peu de ressources que nous avons, mais il faut que ces fonds-là soient très rigoureusement gérés pour l'intérêt de la communauté nationale, et la société civile est là également pour plaider. Pour veiller, pour regarder. Exhorter. Revenons toujours à votre réunion du 11 juillet. Vous avez, j'ai lu quelque part, vous demandez qu'il y ait l'organisation d'un dialogue. Qu'en est-il exactement? Quand nous parlons du dialogue, j'ai lu quelque part. Ça a été évoqué. Bon, en réalité, est-ce qu'on ne serait pas en train de défoncer une porte déjà ouverte? J'ai souvenance que depuis 2009, on n'a jamais organisé des élections au Congo sans qu'elle ait été précédée par une concertation nationale. Depuis 2009. Oui. En 2009, on a eu une concertation à Brazzaville. Je me souviens, après, on a eu une concertation à Evo. On a déjà eu une concertation à Sibiti. À Sibiti. On en a déjà eu à Madingu. On en a déjà eu à Ouesso. Donc, voilà. Et sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Quand nous écoutons les discours enflammés des différents acteurs politiques, on se dit, pour que les esprits soient un peu apaisés, ben, il faut qu'on soit dans une même salle. Et que nous sachions que le pays, c'est un bien commun. C'est une richesse par excellence pour l'ensemble des Congolais. Quand j'ai discuté avec certains de nos compatriotes à Paris, je ne sais pas si je m'étais trompé, mais je suis un peu dans mes certitudes pour leur dire que le pays, c'était comme une maman qui vous a porté 9 mois dans le ventre, qui vous a mis au monde, qui a accompagné tous vos premiers pas à travers les seins, à travers les bouillies et tchétcheries, pour encadrer que nous devenions ce que nous sommes. Et beaucoup de cadres que nous sommes là, mais parfois nos mamans étaient des analphabètes, mais nous tenaient par la main pour nous amener même jusqu'à l'école au fur et à mesure. Est-ce qu'il peut arriver un jour que vous constatiez finalement que votre mère, parce qu'elle est courte, parce qu'elle est handicapée, parce qu'elle n'a pas de bons, les cheveux ne sont pas très présents, et vous trouvez une maman d'autrui passer là-bas parce qu'elle est bonne, gaillarde, brune, vous dites, toi tu n'es plus ma maman parce que tu es trop sale, tu es handicapé, tout ça, je te refuse, désormais ma maman devient celle. Ah, jamais. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Pas du tout. Prenons même l'hypothèse que cette maman que vous avez choisie au hasard vous accepte. Est-ce qu'elle pourra vous donner l'amour que vous donnez votre propre maman qui vous a mis au monde? Donc, c'est ça le pays. Donc, nous n'avons pas d'autre choix. Le bon sens devait toujours nous amener à toujours et toujours aimer notre pays. Et j'ai souvent aimé cet exemple que je vois quand je vais aux États-Unis. Vous visitez 50 familles, vous trouvez 50 drapeaux dans chaque maison. Parce que le Congo. Leur drapeau. Parce que le drapeau des États-Unis est le symbole de leur rassemblement, le symbole de leur amour pour leur patrie. Donc, ils aiment leur pays. Mais quand vous allez parfois échanger avec nos compatriotes en France, vous constatez qu'avec les réseaux sociaux, on commence à insulter le pays et les dirigeants du pays. Depuis le matin jusqu'au soir, c'est devenu comme un métier. Et je les ai même dit, et peut-être ça serait peut-être une petite parenthèse pour que nous sortions. Je dis, au lieu de critiquer le pays, puisque vous vous retrouvez dans un pays où toutes les conditions sont réunies, mais faites que vous deveniez les meilleurs. Dans ce pays, il arrive qu'on nomme les Noirs au gouvernement. On n'a jamais vu un Congolais. On a des équipes de football où on a des joueurs qui sont très élitistes. Rarement on finit par trouver un Congolais. Quand on vérifie autant de magasins qui sont ouverts par les Africains ici, rarement on trouve un magasin ouvert par un Congolais. Même quand on cherche même simplement les restaurants pour manger ce qui est congolais, rarement on ne trouve pas. Est-ce que les vrais médiocres, ce n'est pas notre diaspora? Il faut que cette diaspora s'organise comme d'autres diasporas qui aujourd'hui apportent
des contributions substantielles pour la construction de leur pays. Et je vous tire simplement un seul exemple, le Burkina Faso. Il y a 2 ans, la diaspora a versé à leur pays pour l'intérêt de construction des œuvres d'utilité publique 58 milliards de francs CFA. Ça, c'est la diaspora d'un pays. Et la diaspora congolaise, le montant est lequel? Il n'y en a pas. Le problème n'est pas de critiquer, le problème c'est la prise de conscience. Et nous nous félicitons que certains de nos frères et sœurs qui vivent en France ont pris conscience de mettre en place une structure de notre diaspora. Ah, c'est bien, qui c'est progressivement commence déjà à faire ce travail. Et il est même prévu en mars un forum économique où ils vont faire venir beaucoup d'investisseurs pour vendre la destination de notre pays. Vendre l'image du pays. L'image de notre pays. Dans le bon sens. Voilà, c'est ça qui devait être le devoir. Donc on ne dit pas que le pays tout va bien, on ne le dit pas. Donc encore on pourrait se poser la question, dans quel pays où tout va bien? Et d'autres étaient surpris quand je les ai dit qu'aux États-Unis, la première puissance économique du monde, 25% de la population n'a pas accès à la santé. 25% n'a pas accès à la santé. Donc, partout il y a des problèmes. Partout il y a des problèmes. Vous-même, vous avez souvent été en France, oui. Mais vous vous promenez, aux États-Unis, oui. Les centres domicile fixes qui dorment même dans les rues. Partout il y a des problèmes, mais ce n'est pas la mobilisation de toutes les filles et de les fils du pays, même si on ne va pas les régler dans l'absolu, mais progressivement, en donnant la main à ceux qui nous gouvernent, nous ferons des efforts pour que, au jour le jour, nous allions vers l'avant, nous allions vers la résolution de tous les problèmes qui, parfois, semblent gêner la conscience, mais ce n'est pas nos efforts conjugués que nous arriverons à trouver les solutions à tout cela. Bien, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent, mais je vais vous donner 1 minute, si vous me permettez, pour que vous concluiez cette rencontre, puisque la société civile nous suit, la population, les acteurs politiques. En 1 minute, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, je reviens seulement pour dire qu'il nous faut aimer le Congo. C'est le pays pour lequel Dieu nous a donné. On sort dans un pays comme par une forme d'affectation divine. D'autres sont sortis français, d'autres japonais, d'autres américains, d'autres australiens. Nous, c'est le Congo. Et nous devons aimer notre pays de manière fondamentale et travailler pour que ce soit un pays davantage attractif. Nous avons aussi un pays qui a connu beaucoup de progrès. Parce que quand on écoute certaines diffusions, on a l'impression que le pays n'a jamais avancé, ce qui est totalement archi-faux. Mais s'il a avancé, il n'a pas réglé tous les problèmes. Donc il y a aussi d'autres problèmes qui méritent d'être réglés, d'autres problèmes qui sont aussi pressants, qui méritent aussi des solutions urgentes, mais il nous faut, avec et la patience et l'engagement, faire que le Congo devienne un pays qui ferait bien vivre et que nous, qui sommes de cette génération, léguons un pays meilleur aux générations qui vont nous succéder. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent, de tout ce que vous venez de dire au sujet de la société civile. Nous retenons une fois plus pour toutes que la société civile, elle est forte quand elle est bien organisée, structurée, et qu'on ne devait pas trop glisser vers la politique. La politique, c'est un autre champ, la société civile, un autre, et le reste, il n'y a que le peuple au milieu. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Peut-être 1 seconde encore, vous voulez parler? Bon, je dis que toujours que la frontière n'est pas étanche. Oui. Entre société civile et quand on dit société acteur civile, politique. Quand on dit société civile, l'opposé, ce n'est pas la société militaire. Non, pas du tout. L'opposé, c'est la classe politique. Ouais. Mais généralement, on a des gens qui passent de la société civile à la société politique et de la société politique à la société mais qui ne font pas les deux à la fois. Ce n'est pas de faire les deux à la fois. À titre d'illustration, je vous présente un peu cet ouvrage que j'ai devant moi. Oui. C'est écrit par le président Bill Clinton. Oui. Un éminent homme politique américain, oui. un brillant chef d'État américain, mais depuis qu'il n'est plus président de la République, il est revenu de la société civile et il produit autant de réflexions en la matière. C'était le cas même de celui qui venait de mourir il n'y a pas longtemps, le président Jimmy Carter. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'ai aussi eu des informations sur le président Barack Obama, qui a investi plus de la moitié de ses économies en appui pour le soutien
les œuvres sociales. Donc, ce n'est pas très étanche, mais faire les deux à la fois devient incestueux. Et c'est cela qu'on devait éviter. Et nous qui tenons la pureté de la société civile, bon, nous essayons de faire porter suffisamment de messages pour que la société civile ne puisse pas susciter de doute de la conscience collective, de la conscience nationale. Je vous remercie. Voilà, c'est donc la fin de notre petit entretien, on peut dire ça comme ça, la question du jour. Nous avons parlé de la société civile en Afrique, au Congo. Et prochainement, une autre question du jour, laquelle je la ferme. Au revoir.